Sous la pluie battante, Adrien courait dans les rues pavées de Saint-Germain-des-Prés, le cœur cognant comme un tambour prêt à éclater. Chaque goutte semblait porter le poids des mots qu'il n'avait jamais osé prononcer, des vérités qu'il avait enfouies sous des années de silence. Ce soir-là, il n'était plus le fils en or de la sénatrice Claire Beaumont, mais un homme brisé, fuyant l'ombre d'un secret qu'il ne pouvait plus taire. Il s'arrêta, hors d'haleine, devant la vitrine d'une librairie où des lumières tamisées éclairaient des piles de livres. Son reflet dans la vitre, flou et tremblant, lui renvoya l'image d'un étranger, un jeune homme de 25 ans, aux traits délicats mais marqués par l'angoisse, dont les yeux verts semblaient supplier une réponse que le monde refusait de lui donner. Il était français, né dans l'élégance rigide du 7e arrondissement, élevé dans l'ombre d'une mère dont le nom résonnait dans les couloirs du Sénat. Claire Beaumont, la sénatrice respectée, l'avait toujours appelé son « fils en or », un surnom qui pesait désormais comme une chaîne. Adrien passa une main tremblante dans ses cheveux mouillés. Il repensait à ce dîner, 2 heures plus tôt, dans l'hôtel particulier familial, où tout avait basculé. La salle à manger, avec ses lustres en cristal et ses tapis persans, vibrait encore dans son esprit comme une scène de théâtre. Claire, 58 ans, élégante dans son tailleur bleu nuit, avait levé son verre de vin, ses yeux perçants fixés sur lui. « Adrien, tu es ma fierté, mon avenir », avait-elle dit, sa voix pleine d'une autorité qu'on ne discutait pas. Mais lorsqu'il avait murmuré, presque inaudible, « Maman, je suis gai », le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Le visage de Claire s'était figé, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Puis, avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas, elle avait répondu « Tu ne peux pas être ça. Pas toi. Pas mon fils. » Ces mots, tranchants comme des lames, avaient coupé net tout espoir de compréhension. Elle avait continué, sa voix montant comme une tempête. « Tu vas te reprendre, Adrien. Nous effacerons ça. » Effacer. Comme si son identité, son amour, son être tout entier pouvait être balayé comme une tache sur un tableau parfait. Adrien s'éloigna de la vitrine, le froid mordant sa peau à travers son manteau trempé. Il marcha sans but, les rues de Paris défilant comme un décor flou, jusqu'à ce qu'il arrive devant un café minuscule, le Refuge, niché dans une ruelle du Marais. C'était là qu'il avait rencontré Héloïse, il y a 6 mois, lors d'une soirée où des rires et des conversations avaient apaisé, pour un instant, la solitude qui le rongeait. Héloïse, 27 ans, une libraire passionnée aux cheveux noirs coupés au carré, avait une façon de parler qui faisait vibrer l'air autour d'elle. Française, comme lui, elle portait en elle une liberté qui l'enviait, une aisance à être elle-même, sans peur ni honte. Il poussa la porte du café, l'odeur de café torréfié et de bois ancien l'enveloppant comme une étreinte. Héloïse était là, derrière le comptoir, essuyant des verres avec un torchon. En le voyant, elle fronça les sourcils, immédiatement consciente que quelque chose n'allait pas à Adrien. Dit-elle, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. Elle contourna le comptoir et s'approcha, posant une main sur son bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés. Comment expliquer que sa propre mère, celle qu'il avait élevée, aimée, glorifiée, voulait maintenant effacer qui il était? Héloïse l'entraîna vers une table au fond, loin des quelques clients attablés. Elle s'assit face à lui, ses yeux sombres cherchant les siens. « Parle-moi » murmura-t-elle. Et il parla. Les mots jaillirent comme une rivière trop longtemps contenue, racontant le dîner, les mots de Claire, la douleur d'être rejetée par celle qu'il avait toujours voulu rendre fière. Héloïse écoutait, sans l'interrompre, ses doigts serrant doucement les siens. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment, puis dit « Adrien, tu n'as pas à te cacher. Pas pour elle, pas pour personne. » Mais comment ne pas se cacher quand le monde entier semblait exiger qu'il le fasse? Claire Beaumont n'était pas seulement une mère. Elle était une figure publique, une sénatrice dont l'image reposait sur des valeurs traditionnelles, une façade d'élégance et de perfection. Adrien savait qu'elle ne reculerait devant rien pour protéger cette image, même si cela signifiait briser son propre fils. Le lendemain, Adrien reçut un message de Claire. « Viens à la maison ce soir. Nous devons parler. » La froideur du ton, même à travers un écran, lui donna la chair de poule. Il passa la journée à errer dans Paris, partagé entre la peur et une colère sourde. Héloïse, qui avait insisté pour l'accompagner, marcha à ses côtés le long de la Seine, ses paroles comme un phare dans la tempête. « Tu es plus fort que tu ne le crois », lui dit-elle,
alors que le soleil se couchait derrière Notre-Dame. Et tu n'es pas seul. Ce soir-là, lorsqu'il franchit à nouveau le seuil de l'hôtel particulier, l'atmosphère était différente. Claire l'attendait dans son bureau, un espace austère où trônaient des étagères remplies de livres de droit et des portraits de famille. Elle ne se leva pas pour l'accueillir. « Adrien, dit-elle, sa voix basse mais tranchante, j'ai pris des dispositions. Tu vas partir à Londres pour quelques mois. Une clinique, discrète, spécialisée, ils t'aideront à te reprendre. » Adrien sentit son sang se glacer. Une clinique. Elle parlait de thérapie de conversion, comme si son amour était une maladie à guérir. « Maman, non, murmura-t-il, mais elle leva une main pour le faire taire. C'est pour ton bien. Et pour notre famille. Il quitta la maison cette nuit-là, le cœur lourd mais déterminé. Héloïse l'attendait dehors, son regard brûlant de colère lorsqu'il lui raconta tout. « Tu ne vas pas y aller, dit-elle, presque comme un ordre. Tu vas te battre. » Et c'est ce qu'il décida de faire. Non pas pour Claire, ni pour l'image parfaite qu'elle voulait préserver, mais pour lui-même. Pour la première fois, Adrien sentit une étincelle de courage s'allumer en lui, fragile mais réelle. Héloïse, avec sa force tranquille, serait à ses côtés. Mais le chemin serait long, et Claire Beaumont, avec son pouvoir et son influence, ne rendrait pas les choses faciles. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de doutes et de décisions. Adrien s'installa temporairement chez Héloïse, dans son petit appartement au-dessus de la librairie du Marais. Les murs, tapissés d'étagères débordant de livres, offraient un refuge temporaire, mais la tension pesait toujours sur ses épaules. Chaque matin, il se réveillait avec la peur que Claire ne trouve un moyen de le ramener sous son contrôle. Héloïse, avec son énergie débordante, refusait de le laisser sombrer. Elle l'entraînait dans des discussions animées sur des romans qu'elle aimait, ou le forçait à sortir pour des promenades dans les ruelles animées du quartier. « Paris est plus grand que ta mère », lui disait-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Mais même son optimisme ne pouvait effacer la réalité. Claire Beaumont était une femme puissante, avec des relations dans les cercles les plus influents de France. Un après-midi, alors qu'Adrien feuilletait un recueil de poésie dans la librairie, un homme entra, vêtu d'un costume impeccable. Il avait une quarantaine d'années, les cheveux poivre et sel, et une démarche assurée qui trahissait une autorité naturelle. « Adrien Beaumont » demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Adrien hocha la tête, méfiant. L'homme se présenta comme Marc Lefebvre, avocat et proche collaborateur de Claire. « Votre mère m'a chargé de vous parler. Elle s'inquiète pour vous. » Adrien sentit son estomac se nouer. Héloïse, qui observait la scène depuis le comptoir, s'approcha, ses yeux lançant des éclairs. « Il n'a pas besoin de votre aide, » dit-elle, croisant les bras. Marc ignora son intervention et tendit une enveloppe à Adrien. « Lisez ceci. Elle explique tout. » L'enveloppe contenait une lettre manuscrite de Claire. Les mots, rédigés de son écriture élégante, étaient à la fois tendres et implacables. Elle parlait de son amour pour lui, de son désir de le protéger, mais aussi de sa conviction qu'il faisait fausse route. « Tu es jeune, Adrien. Tu es influencé par des idées modernes, par des gens qui ne comprennent pas ce que signifie porter notre nom. Reviens à la maison, et nous arrangerons tout. » À la fin, elle mentionnait à nouveau la clinique de Londres comme une menace voilée. Adrien froissa la lettre, ses mains tremblant de rage. « Elle pense que je suis une erreur à corriger, » murmura-t-il. Héloïse posa une main sur son épaule. « Alors prouve-lui qu'elle a tort. Pas en te cachant, mais en vivant. » Cette nuit-là, Adrien ne dormit pas. Il repensait à sa vie, à toutes les fois où il avait ravalé ses désirs pour plaire à Claire. Il se souvenait des regards qu'il échangeait avec Julien, un camarade de lycée, des moments volés dans les couloirs, des promesses jamais tenues. Julien avait disparu de sa vie, parti étudier à l'étranger, et Adrien s'était convaincu que c'était mieux ainsi. Mais maintenant, il comprenait que chaque silence, chaque renoncement, avait construit une prison autour de lui. Le lendemain, Héloïse l'emmena à une réunion d'un groupe de soutien LGBT dans une salle communautaire du Marais. Là, il rencontra des gens de tous âges, de toutes origines, qui partageaient leurs histoires avec une franchise désarmante. Une femme, Camille, 35 ans, lui raconta comment elle avait coupé les ponts avec sa famille bourgeoise pour vivre ouvertement avec sa partenaire. « Ça fait mal, au début, »
dit-elle, mais la liberté vaut tous les sacrifices. Adrien écoutait, absorbant chaque mot comme une bouffée d'oxygène. Pour la première fois, il se sentit moins seul. Mais cette lueur d'espoir fut vite éclipsée par un appel de Claire, qu'il reçut en rentrant à l'appartement. « Adrien, j'ai pris des dispositions pour ton départ demain, » dit-elle sans préambule. « Un chauffeur viendra te chercher à 8 heures. » Il raccrocha, le souffle court. Héloïse, qui avait entendu la conversation, explosa. « Elle n'a pas le droit de faire ça. Tu es adulte, Adrien. » Mais il savait que la bataille ne serait pas si simple. Claire avait des moyens, des relations et une détermination inflexible. Le lendemain matin, à 8 heures précises, une berline noire s'arrêta devant l'immeuble. Adrien, caché derrière les rideaux de l'appartement d'Héloïse, sentit son cœur s'accélérer. « Je ne vais pas y aller », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Héloïse hocha la tête, un éclat de défi dans les yeux. « Alors on bouge. Maintenant. » Ils quittèrent l'appartement par l'escalier de service, descendant dans les ruelles du Marais avant que le chauffeur ne puisse les repérer. Héloïse l'emmena dans un autre café, un lieu discret où ils purent se poser. Là, elle sortit son ordinateur portable et commença à chercher des solutions. « Il y a des associations, des avocats qui peuvent t'aider, » dit-elle. « Tu n'es pas obligé de fuir toute ta vie. » Adrien la regardait, émerveillé par sa force, mais terrifié par ce qui l'attendait. Claire ne s'arrêterait pas. Elle avait déjà prouvé qu'elle était prête à tout pour préserver son image, même à sacrifier l'amour qu'elle prétendait avoir pour lui. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient à l'appartement, une nouvelle surprise les attendait. Une lettre anonyme, glissée sous la porte, contenait une seule phrase. « Tu ne peux pas échapper à la vérité, Adrien. » Pas de signature, mais l'écriture était étrangement familière. Était-ce un allié? Un ennemi? Ou pire, un piège orchestré par Claire elle-même? La lettre anonyme brûlait les doigts d'Adrien comme un tison ardent. Il la relut encore et encore, cherchant un indice, une intention derrière ces mots cryptiques. Héloïse, penchée par-dessus son épaule, fronça les sourcils. « Ça pourrait être une menace, » dit-elle, son ton prudent mais ferme. « Ou quelqu'un qui sait ce que tu traverses. » Adrien n'était pas sûr de vouloir le découvrir. La peur d'un piège orchestré par Claire le paralysait, mais une petite voix en lui, celle qu'Héloïse avait réveillée, murmurait qu'il ne pouvait plus se contenter de fuir. Il devait comprendre. Le lendemain, ils décidèrent de chercher des réponses. Héloïse, avec son réseau de contacts dans le milieu associatif, contacta une amie, Sophie, une militante LGBT de 30 ans, connue pour son franc-parler et son talent pour dénicher des informations. Sophie les retrouva dans un bistrot près de la Bastille, ses lunettes rondes glissant sur son nez alors qu'elle examinait la lettre. « L'écriture est soignée, presque trop, » dit-elle. « Ça pourrait être quelqu'un de l'entourage de ta mère. Un assistant, peut-être. » Sophie promit de faire quelques recherches discrètes, mais elle avertit Adrien. « Si c'est lié à Claire Beaumont, sois prudent. Elle a des yeux partout. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Adrien toute la journée, comme un écho de la pression constante qu'il ressentait. Pendant ce temps, Claire ne restait pas inactive. Une interview télévisée, diffusée sur une grande chaîne nationale, montrait la sénatrice dans toute sa splendeur, charismatique, assurée, défendant des valeurs familiales, avec une conviction qui donna la nausée à Adrien. Lorsqu'un journaliste lui posa une question sur son fils, elle répondit avec un sourire parfait. « Adrien traverse une période difficile, mais je l'aime et je ferai tout pour l'aider. » Ces mots, prononcés avec une tendresse feinte, étaient un coup de poignard. Elle jouait la mère aimante devant des millions de téléspectateurs, tout en préparant son exil forcé. Héloïse éteignit la télévision d'un geste rageur. « Elle ment à la France entière, » siffla-t-elle. « Mais elle ne te brisera pas, Adrien. Pas si tu refuses de la laisser faire. » Encouragé par ces paroles, Adrien décida de prendre les devants. Il contacta un ancien ami de l'université, Lucas, un journaliste indépendant de 28 ans, connu pour ses enquêtes audacieuses. Lucas, avec ses cheveux blonds en bataille et son regard perçant, avait toujours eu un faible pour Adrien, même si rien n'avait jamais été dit à haute voix. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un café discret près de Montparnasse, Lucas écouta son histoire avec une attention presque solennelle. « Tu veux exposer ta mère ?
demanda-t-il, un sourcil levé. Ce serait un scandale national. Elle est intouchable, Adrien. Pas exposée, corrigea Adrien. Juste dire la vérité. Elle veut me faire disparaître. Je ne peux pas la laisser gagner. Lucas accepta d'enquêter, mais il mit Adrien en garde. Si je creuse, ça risque de devenir sale. Es-tu prêt pour ça? Adrien hocha la tête, bien que son cœur batte à tout rompre. Il n'était pas sûr d'être prêt, mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Quelques jours plus tard, Sophie revint avec des nouvelles. La lettre anonyme semblait provenir de quelqu'un au sein du cabinet de Claire, peut-être une secrétaire ou un assistant qui avait eu vent de ses plans pour Adrien. Il y a des fissures dans son entourage, dit Sophie. Tout le monde ne soutient pas ses idées. Cette révélation donna à Adrien un espoir fragile, mais aussi une nouvelle peur. Si quelqu'un dans l'entourage de Claire était prêt à l'aider, cela signifiait aussi que ses plans étaient bien réels, bien organisés. Héloïse, toujours pragmatique, suggéra de rencontrer cet informateur anonyme. S'ils ont pris le risque d'écrire, ils voudront peut-être parler, dit-elle. Ils suivirent une piste que Sophie avait trouvée, un rendez-vous dans un parc discret près de la gare de Lyon. Là, sous un ciel gris d'automne, une femme d'une 50aine d'années les attendait, nerveuse. Elle se présenta comme Marianne, une assistante de longue date de Claire. « Je ne peux pas rester longtemps », murmura-t-elle, jetant des regards autour d'elle. Mais ce qu'elle fait à son propre fils, c'est inhumain. Marianne révéla que Claire avait engagé une agence de relations publiques pour gérer la situation. Il préparait une campagne pour présenter Adrien comme un jeune homme en crise, manipulé par des influences extérieures. La clinique de Londres n'était que la première étape. Si Adrien résistait, Claire envisageait des mesures plus extrêmes, y compris couper tout soutien financier et l'isoler complètement. Adrien sentit ses jambes vaciller. Héloïse, à ses côtés, serra sa main si fort qu'il sentit ses ongles s'enfoncer dans sa peau. « On va se battre », murmura-t-elle. « On va trouver un moyen. » Mais ce soir-là, en rentrant à l'appartement, ils découvrirent que la porte avait été forcée. Rien n'avait été volé, mais un message griffonné sur un bout de papier était posé sur la table. « Arrêtez de fouiller, ou vous le regretterez. » La peur s'installa, plus lourde que jamais. Claire était prête à tout, et Adrien commençait à comprendre que cette bataille ne serait pas seulement pour son identité, mais pour sa survie. L'appartement d'Héloïse, autrefois un havre de paix, semblait maintenant une cage. Le message sur la table, avec ses lettres maladroites mais menaçantes, planait comme une ombre. Adrien fixait le bout de papier, son cœur battant à tout rompre. « C'est elle », murmura-t-il. « C'est Claire. Elle sait où je suis. » Héloïse, plus pragmatique, refusa de céder à la panique. Elle appela un serrurier pour sécuriser la porte et contacta Sophie pour renforcer leurs recherches. « On ne s'arrête pas », dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Si elle veut jouer à ce jeu, on va le jouer mieux qu'elle. » Mais Adrien n'était pas aussi sûr. Chaque pas qu'il faisait semblait l'entraîner plus profondément dans un labyrinthe dont il ne voyait pas la sortie. Il repensait à Marianne, à ses mots précipités dans le parc. Elle avait parlé d'une campagne orchestrée par Claire, mais aussi d'une faille. Certains membres de son équipe commençaient à douter. Si Adrien pouvait rallier ses alliés, il aurait une chance. Lucas, le journaliste, devint leur arme principale. Il passa des journées à fouiller dans les archives, à contacter d'anciens collaborateurs de Claire, à chercher des failles dans son image publique. Un soir, il appela Adrien avec une nouvelle explosive « J'ai trouvé quelque chose ». Une vieille affaire, étouffée il y a 10 ans. Claire a fait pression sur un journal pour enterrer une histoire sur un scandale financier impliquant un de ses donateurs. Si on peut relier ça à ses actions actuelles, ça pourrait la fragiliser. Adrien hésita. Exposer sa mère signifiait détruire non seulement son image, mais aussi les derniers vestiges de leur relation. Pourtant, chaque fois qu'il repensait à ces mots, « nous effacerons ça », la colère l'emportait sur la culpabilité. Héloïse, quant à elle, ne reculait devant rien. Elle contacta une avocate spécialisée dans les droits LGBT, Clara, une femme de 40 ans au regard perçant et à la voix assurée. Clara les reçut dans son bureau du 11e arrondissement, un espace encombré de dossiers mais vibrant d'une énergie combative. « Ce que votre mère fait est illégal »,
dit-elle à Adrien après avoir écouté son histoire. Les thérapies de conversion sont interdites en France. Si nous pouvons prouver qu'elle planifie ça, nous avons un dossier solide. Mais prouver les intentions de Claire était plus facile à dire qu'à faire. Elle était prudente, ses communications cryptées, ses ordres donnés à travers des intermédiaires. Clara conseilla à Adrien de rester discret, de ne pas confronter Claire directement. Elle attend que vous fassiez un faux pas, dit-elle. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Pendant ce temps, la vie d'Adrien prenait une tournure inattendue. En fréquentant les réunions du groupe de soutien, il rencontra Théo, un étudiant en art de 24 ans, français d'origine sénégalaise, dont le rire franc et les dessins pleins de vie apportaient une lumière nouvelle dans son monde sombre. Théo, ouvertement gai, parlait de son coming out avec une légèreté qui fascinait Adrien. « Ma famille n'a pas compris tout de suite », dit-il un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin dans un bar du Marais. « Mais je leur ai montré que j'étais toujours moi. Ils ont fini par l'accepter. » Adrien enviait cette liberté, mais il sentait aussi autre chose, une attirance croissante pour Théo. Leurs conversations, d'abord anodines, devinrent plus intimes. Un soir, alors qu'il marchait le long du canal Saint-Martin, Théo s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Tu mérites d'être aimé pour qui tu es, Adrien, » dit-il, sa voix douce mais ferme. Ces mots touchèrent Adrien au plus profond de lui. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une chaleur envahir son cœur, un mélange de peur et d'espoir. Mais cette lueur fut vite éclipsée par une nouvelle menace. Un soir, en rentrant à l'appartement, Héloïse trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, des photos, Adrien et Théo, marchant ensemble, riant, se frôlant presque. Une note accompagnait les images. « Tu ne peux pas te cacher pour toujours. » Adrien sentit la panique l'envahir. Quelqu'un les suivait. Quelqu'un savait. Héloïse, furieuse, déchira les photos. « Ils veulent te faire peur, » dit-elle. « Mais on ne va pas les laisser gagner. » Clara, informée de l'incident, renforça leur stratégie. Elle suggéra de porter plainte pour harcèlement, mais Adrien hésita. Une plainte publique attirerait l'attention des médias, et il n'était pas prêt à exposer sa vie au grand jour. Pas encore. Mais Claire, elle, n'hésitait pas. Une semaine plus tard, un article parut dans un journal conservateur, insinuant qu'Adrien Beaumont, le fils de la sénatrice, était sous l'influence de milieux radicaux et avait besoin d'aide. L'article ne mentionnait pas directement son orientation, mais les sous-entendus étaient clairs. Adrien lut les mots, le cœur lourd, comprenant que sa mère avait choisi la guerre ouverte. Héloïse, Théo, Lucas et Clara se réunirent autour de lui, formant un rempart contre la tempête. « On va riposter, » dit Lucas, un éclat déterminé dans les yeux. « Mais il faut être prêt. Une fois qu'on ouvre cette boîte, on ne pourra plus la refermer. » Adrien hocha la tête, sentant le poids de chaque regard posé sur lui. Il n'était plus seulement question de lui, mais de tous ceux qui, comme lui, vivaient dans l'ombre d'un rejet. Il prit une profonde inspiration et dit « Allons-y ». La décision d'Adrien marqua un tournant. Il n'était plus le jeune homme qui fuyait sous la pluie, cherchant à se cacher du monde. Avec Héloïse, Théo, Lucas et Clara à ses côtés, il se sentait prêt à affronter Claire, non pas avec colère, mais avec vérité. Lucas mit son plan en action. Il contacta un média indépendant, connu pour ses enquêtes courageuses, et leur proposa une histoire. Celle d'un jeune homme rejeté par sa mère, une sénatrice influente, pour avoir osé être lui-même. Il prit soin de protéger l'identité d'Adrien pour l'instant, mais les détails qu'il partagea, la clinique de Londres, les menaces voilées, les photos envoyées, suffirent à convaincre le rédacteur en chef. Pendant ce temps, Clara préparait une plainte officielle contre Claire pour tentative d'intimidation et harcèlement. Elle expliqua à Adrien que, même sans preuve directe liant Claire aux photos, la plainte attirerait l'attention sur ses agissements. « Le but n'est pas seulement de la punir, » dit-elle, mais de montrer au monde qu'elle n'est pas intouchable. Théo, de son côté, apportait à Adrien un soutien différent. Leurs soirées ensemble, souvent passées à dessiner ou à parler de tout et de rien, étaient des bulles de douceur dans la tempête. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le canapé d'Héloïse, Théo prit la main d'Adrien. « Tu sais, » murmura-t-il, « je ne t'ai jamais vu aussi fort que maintenant. » Adrien rougit, mais pour la première fois, il ne détourna pas le regard.
Il serra la main de Théo en retour, sentant une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Mais la riposte de Claire fut rapide et brutale. Quelques jours après la plainte déposée par Clara, Adrien reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix masculine, froide et professionnelle, lui ordonna de cesser immédiatement ses actions, sous peine de conséquences graves. L'appel fut bref, mais suffisant pour raviver la peur d'Adrien. Héloïse, qui avait entendu la conversation, insista pour qu'ils renforcent leur sécurité. Elle installa une caméra à l'entrée de l'appartement et demanda à Sophie de surveiller les réseaux sociaux pour détecter toute activité suspecte. Pendant ce temps, l'enquête de Lucas avançait. Il découvrit que l'agence de relations publiques engagée par Claire avait des liens avec des groupes conservateurs extrêmes, connus pour leur opposition aux droits LGBT. Ces groupes finançaient discrètement certaines campagnes de Claire, en échange de son soutien à leurs idées. Lucas compila des preuves, emails, contrats, témoignages d'anciens collaborateurs, et les transmit aux médias. Le jour où l'article fut publié, Paris sembla retenir son souffle. Le titre, sobre mais percutant, disait « Une sénatrice face à son propre fils, un scandale de valeur et de pouvoir ». L'article ne nommait pas Adrien directement, mais il détaillait les pressions exercées sur un jeune homme pour qu'il renie son identité. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains saluant le courage du « fils anonyme », d'autres accusant l'article d'être une attaque contre Claire. La sénatrice riposta immédiatement. Dans une conférence de presse, elle dénonça une campagne de diffamation orchestrée par des « activistes radicaux ». Elle joua la carte de la mère blessée, les larmes aux yeux, affirmant qu'elle voulait seulement protéger son fils. Mais Adrien, en regardant l'écran, ne vit que du théâtre. Chaque mot sonnait faux, chaque larme semblait calculée. Héloïse, furieuse, éteignit la télévision. Elle essaie de retourner l'opinion publique, dit-elle. Mais elle ne peut pas effacer la vérité. Théo, qui était là ce soir-là, proposa une idée audacieuse. Adrien devait parler lui-même. Pas à travers un article, pas à travers Lucas, mais directement. Les gens doivent entendre ta voix, dit-il. Pas celle de Claire, pas celle des médias. La tienne. Adrien hésita. Parler publiquement signifiait exposer sa vie, ses peurs, son amour. Mais il repensa à toutes les personnes qu'il avait rencontrées au groupe de soutien, à leurs histoires de lutte et de résilience. Il repensa à Théo, à Héloïse, à ceux qui croyaient en lui. Il accepta. Lucas organisa une interview avec une chaîne de télévision progressiste, garantissant qu'Adrien pourrait contrôler le récit. Le jour de l'enregistrement, dans un studio du 10e arrondissement, Adrien sentit ses mains trembler. Théo était là, dans les coulisses, lui offrant un sourire d'encouragement. Héloïse, à ses côtés, lui murmura « Tu es prêt ». Face à la caméra, Adrien raconta son histoire. Il parla de son coming out, du rejet de sa mère, des menaces qu'il avait reçues. Il parla de l'amour qu'il avait découvert, non seulement pour Théo, mais pour lui-même. « Je ne suis pas une erreur », dit-il, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis Adrien Beaumont, et je suis gay. Et je ne laisserai personne m'effacer. » L'interview fut diffusée le lendemain, et l'impact fut immédiat. Les réseaux sociaux explosèrent, les hashtags « Je suis Adrien » et « Liberté d'être » trending en quelques heures. Des associations LGBT organisèrent des rassemblements de soutien à Paris, Lyon, Marseille. Adrien, dépassé, regardait les images à la télévision, les larmes aux yeux. Mais Claire n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, Adrien reçut une invitation à la rencontrer, seul à seul, dans un lieu neutre. La note, signée de sa main, disait simplement « Nous devons parler, mon fils. » Pour la dernière fois. Adrien savait que ce rendez-vous serait décisif. Soit il trouverait un moyen de faire entendre raison à sa mère, soit il devrait couper les ponts pour toujours. Le lieu choisi par Claire pour leur rencontre était un salon de thé discret près du jardin du Luxembourg. Adrien y entra seul, le cœur battant, laissant Héloïse et Théo attendre à l'extérieur. L'atmosphère était feutrée, avec des tables en bois verni et des rideaux de velours qui filtraient la lumière d'automne. Claire était déjà là, assise au fond, son tailleur impeccable contrastant avec l'expression tendue de son visage. Adrien s'assit en face d'elle, ses mains serrées sous la table.
Maman, commença-t-il, mais elle leva une main pour l'interrompre. Ne m'appelle pas comme ça. Pas après ce que tu as fait. Sa voix était froide, mais ses yeux trahissaient une douleur qu'Adrien n'avait jamais vue. Ce que j'ai fait, répéta-t-il, incrédule. Tu as essayé de m'envoyer dans une clinique, maman. Tu as envoyé des gens pour m'espionner, pour me menacer. Claire pinça les lèvres. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Pour protéger notre famille. Tu ne comprends pas ce que ton choix signifie pour nous. Ce n'est pas un choix, dit Adrien, sa voix montant malgré lui. C'est qui je suis. Et tu refuses de le voir. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'années de non-dits. Claire détourna le regard, fixant la tasse de thé intacte devant elle. « J'ai tout sacrifié pour toi, » murmura-t-elle. « Ma carrière, mes ambitions, tout. Et maintenant, tu veux détruire tout ça avec ton scandale. » Adrien sentit une vague de colère mêlée de tristesse. « Ce n'est pas mon scandale, maman. C'est le tien. Tu as choisi de me rejeter. Tu as choisi de me faire taire. » Pour la première fois, Claire sembla ébranlée. Ses mains tremblaient légèrement, et elle serra sa tasse pour le cacher. « Je veux que tu reviennes, » dit-elle enfin. « Oublie tout ça. Rentre à la maison, et nous trouverons une solution. » Mais Adrien secoua la tête. « Je ne peux pas. Pas comme ça. Pas si ça signifie renier qui je suis. » Il se leva, prêt à partir, mais Claire tendit une main pour attraper son poignet. « Adrien, attends. » Sa voix était presque suppliante. « Si tu continues, je n'aurai pas le choix. Je ferai ce qu'il faut pour protéger notre nom. » C'était la confirmation qu'il redoutait. Claire ne céderait pas. Elle était prête à aller jusqu'au bout, même si cela signifiait détruire leur relation pour toujours. Adrien dégagea sa main et quitta le salon sans un mot, le cœur brisé mais plus déterminé que jamais. Dehors, Héloïse et Théo l'attendaient. En voyant son expression, Théo s'approcha et le prit dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-il. Héloïse, plus pragmatique, demanda « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Adrien leur raconta tout, chaque mot gravé dans sa mémoire. Héloïse serra les poings. Elle ne s'arrêtera pas. Mais nous non plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'actions. Lucas publia un deuxième article révélant les liens financiers de Claire avec des groupes anti-LGBT. L'article, accompagné de documents fournis par Marianne, fit l'effet d'une bombe. Les médias traditionnels, jusque-là réticents, commencèrent à poser des questions. Les réseaux sociaux amplifièrent la controverse et les soutiens à Adrien se multiplièrent. Mais Claire contre-attaqua. Elle organisa une nouvelle conférence de presse où elle accusa Adrien d'être manipulé par des forces extérieures cherchant à détruire sa carrière. Elle joua la carte de la victime, pleurant devant les caméras, affirmant qu'elle aimait son fils mais qu'il était perdu. Adrien, en regardant la conférence à la télévision, sentit la colère céder la place à une étrange sérénité. Il comprenait maintenant que Claire ne changerait pas. Elle était prisonnière de son image, de son pouvoir, de ses convictions. Mais lui, il était libre. Avec l'aide de Clara, il décida de porter son histoire devant un tribunal. La plainte pour harcèlement fut renforcée par des preuves de l'implication de Claire dans les menaces qu'il avait reçues. Marianne, qui avait décidé de témoigner officiellement, apporta des documents internes prouvant que Claire avait orchestré une campagne pour discréditer son propre fils. Le procès, bien que discret pour protéger l'identité d'Adrien, attira l'attention des médias. Les débats furent tendus, Claire engageant les meilleurs avocats pour se défendre. Mais les preuves étaient accablantes, et l'opinion publique, galvanisée par les révélations de Lucas, se rangea largement du côté d'Adrien. Pendant ce temps, la relation entre Adrien et Théo s'approfondit. Ce qui avait commencé comme une amitié devint une romance douce amère, marquée par les épreuves qu'ils traversaient ensemble. Théo, avec son optimisme et sa créativité, rappelait à Adrien qu'il y avait de la beauté dans la lutte, de la force dans l'amour. Un soir, alors qu'il se promenait près de la Seine, Théo s'arrêta et sortit un carnet de croquis. « Regarde, » dit-il, ouvrant une page où il avait dessiné Adrien, un sourire timide aux lèvres, entouré de lumière. « C'est toi, maintenant, » murmura-t-il. Adrien sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois,
Il se voyait à travers les yeux de quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il était, sans condition. Mais alors que le procès approchait de son verdict, une dernière surprise attendait Adrien. Marianne, l'assistante de Claire, lui envoyait un message urgent. Elle prépare quelque chose. Fais attention. Adrien comprit que la bataille n'était pas encore terminée. Claire, acculée, était plus dangereuse que jamais. Le message de Marianne résonnait comme une alarme dans l'esprit d'Adrien. Claire préparait quelque chose. Mais quoi? Héloïse, Théo, Lucas et Clara se réunirent dans l'appartement pour élaborer une stratégie. Elle est désespérée, dit Clara. Une femme comme elle, acculée, devient imprévisible. Lucas, qui continuait à creuser, découvrit que Claire avait engagé une nouvelle agence de relations publiques, spécialisée dans la gestion de crise. Des rumeurs circulaient sur un possible communiqué où elle accuserait Adrien de troubles mentaux, une tentative désespérée pour discréditer son témoignage. Elle va jouer sa dernière carte, dit Lucas. Mais on peut être plus rapide. Clara suggéra de publier une déclaration publique avant que Claire ne puisse agir. Tu dois prendre le contrôle du récit, dit-elle à Adrien. Montre au monde qui tu es, avant qu'elle ne le fasse à ta place. Adrien, bien que terrifié à l'idée de s'exposer davantage, savait qu'elle avait raison. Avec l'aide de Lucas, il rédigea une lettre ouverte, publiée sur un blog indépendant. Dans cette lettre, il racontait son histoire avec une honnêteté brutale. Son coming out, le rejet de sa mère, les menaces, mais aussi son espoir d'un avenir où il pourrait vivre librement. Il conclut en s'adressant directement à Claire. « Maman, je t'aime, mais je ne serai plus ton « fils en or » si cela signifie renier qui je suis. » La lettre devint virale. Des milliers de personnes partagèrent leurs propres histoires de rejet et de résilience, transformant l'histoire d'Adrien en un mouvement. Des manifestations spontanées éclatèrent à Paris, avec des pancartes portant des messages comme l'amour n'est pas un crime et liberté pour Adrien. Claire, prise de court, tenta de limiter les dégâts. Elle publia un communiqué laconique, affirmant qu'elle respectait la vie privée de son fils et qu'elle souhaitait une réconciliation. Mais l'opinion publique, désormais informée des preuves contre elle, ne fut pas dupe. Le jour du verdict du procès arriva. Le tribunal, après des semaines de débats, reconnut Claire coupable d'intimidation et de harcèlement. Elle fut condamnée à une amende et à une interdiction d'approcher Adrien pendant 1 an. Ce n'était pas une victoire totale. Claire conservait son siège au Sénat pour l'instant, mais c'était un signal clair. Même les puissants n'étaient pas au-dessus des lois. Adrien quitta le tribunal, entouré d'Héloïse, Théo et leurs amis. Les flashs des photographes crépitaient, mais pour la première fois, il ne se cacha pas. Il marcha la tête haute, tenant la main de Théo, un sourire timide aux lèvres. Mais la victoire avait un goût doux amer. Claire, bien qu'affaiblie, restait une figure publique influente. Adrien savait qu'elle ne changerait pas d'avis facilement. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'espérer qu'un jour, peut-être, elle comprendrait. Quelques semaines plus tard, Adrien reçut une lettre de Claire. Pas un message officiel, pas une menace, mais une lettre personnelle, écrite à la main. « Adrien, je ne comprends pas ton monde, mais je veux essayer. Donne-moi du temps. » Il lut ces mots, le cœur serré. Était-ce sincère? Ou une nouvelle tentative de manipulation? Il n'avait pas de réponse, mais il choisit de garder la lettre, comme un souvenir d'un espoir fragile. Avec Théo, Héloïse et leurs amis, Adrien commença à reconstruire sa vie. Il s'installa dans un petit appartement près du canal Saint-Martin, trouva un emploi dans une association LGBT et se rapprocha de Théo, dont l'amour devenait chaque jour plus profond. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva une nouvelle enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une photo de lui et Théo, prise à leur insu, et un message. « Ce n'est pas fini ». Adrien sentit un frisson le parcourir. Claire avait peut-être reculé, mais quelqu'un d'autre continuait son combat. Était-ce un de ses alliés? Un groupe extrémiste qu'elle avait financé? Ou une nouvelle menace, encore plus sombre? Il appela Théo, qui arriva immédiatement. Ensemble, ils décidèrent de ne pas céder à la peur. « On est plus fort qu'eux », dit Théo, ses yeux brillants de détermination. Adrien hocha la tête, serrant sa main. Ils savaient que la route serait encore longue, mais ils étaient prêts à l'affronter. Ensemble.
Les mois qui suivirent furent une danse délicate entre espoir et vigilance. Adrien et Théo renforcèrent leur relation, trouvant du réconfort dans les petits moments, des dîners improvisés, des promenades au clair de lune, des discussions sur l'art et la vie. Héloïse, fidèle à elle-même, restait leur roc, organisant des soirées dans sa librairie où Adrien rencontrait d'autres jeunes en quête d'acceptation. Mais la menace de la dernière enveloppe planait toujours. Clara, toujours impliquée, engagea un détective privé pour enquêter sur l'origine des photos. Les résultats pointaient vers un groupe marginal, lié aux anciens donateurs de Claire, qui continuaient à surveiller Adrien. « Ils veulent te faire peur », dit Clara. « Mais ils n'ont plus le pouvoir de Claire derrière eux. » Adrien décida de ne pas se laisser intimider. Avec l'aide de Lucas, il transforma son histoire en un livre, un témoignage poignant sur son combat pour l'acceptation. Le livre, intitulé « Fils en or », devint un succès inattendu, touchant des lecteurs à travers la France et au-delà. Les bénéfices furent reversés à des associations LGBT, renforçant la cause qu'Adrien portait désormais avec fierté. Un an après le procès, Adrien reçut une invitation inattendue. Claire, qui avait gardé le silence depuis sa condamnation, demandait à le voir. Cette fois, pas dans un lieu public, mais dans une maison de campagne en Normandie, loin des regards. Adrien hésita, partagé entre l'espoir et la méfiance. Théo et Héloïse l'encouragèrent à y aller, mais à ses conditions. La rencontre eut lieu par une journée d'automne, sous un ciel gris-perle. Claire, plus frêle qu'il ne l'avait jamais vue, l'attendait dans un salon rustique. Pour la première fois, elle n'était pas en tailleur, mais en pull de laine, ses cheveux légèrement défaits. « Adrien, » dit-elle, sa voix tremblante, « je ne sais pas si je peux changer. Mais je veux essayer. Pour toi. » Adrien l'écouta, le cœur lourd. Il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance, mais il vit dans ses yeux une lueur de sincérité qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Ça prendra du temps, maman, » dit-il doucement. « Et ça dépendra de toi. » Ils ne se tombèrent pas dans les bras. Il n'y eut pas de réconciliation miraculeuse. Mais pour la première fois, ils parlèrent, vraiment, sans masque ni agenda. Claire admit ses erreurs, bien que maladroitement, et Adrien lui parla de Théo, de son travail, de la vie qu'il construisait. En rentrant à Paris, Adrien sentit un poids s'alléger. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il avait la certitude qu'il était sur le bon chemin. Avec Théo à ses côtés, il organisa une exposition dans la librairie d'Héloïse, où les dessins de Théo, vibrants de vie et d'amour, racontaient leur histoire. Le dernier soir de l'exposition, alors que la librairie était remplie d'amis et de soutien, Adrien monta sur une petite estrade. « Merci, » dit-il, sa voix claire et assurée. « Merci à vous tous, qui m'avez montré que l'amour est plus fort que la peur. Je ne suis plus le « fils en or » de quelqu'un. Je suis juste Adrien. Et c'est assez. » La foule applaudit, les larmes aux yeux. Théo s'approcha, glissant sa main dans la sienne. Héloïse, au fond de la salle, leva un verre avec un sourire complice. Adrien savait que les défis n'étaient pas terminés. Il y aurait toujours des voix pour le rejeter, des ombres pour le menacer. Mais il avait trouvé sa famille, pas celle du sang, mais celle du cœur. Et avec eux, il était prêt à affronter le monde. Leur histoire, née dans la douleur, s'était transformée en un hymne à la résilience, à l'amour et à la liberté d'être soi.